l'émotion retenue devient très problématique et même je dirais que c'est comme un poison d'une certaine manière. Une Mmh. émotion qu'on a retenue dans son corps, surtout si c'est une émotion très intense et très longtemps, ça devient un véritable poison et ça va avoir des conséquences sur le corps, des conséquences bien physiques et somatiques, donc éventuellement des peut-être des maladies. Donc c'est pour moi d'une importance capitale de savoir quoi faire de ses émotions. Bonjour chers auditeurs de Nexus et bienvenue sur notre chaîne. Dans un premier temps, je tiens à vous rappeler que le magazine Nexus est un magazine indépendant, sans pub, sans subvention et que seuls vous, lecteurs, par vos abonnements, par vos commandes de magazines, nous permettez de vous proposer chaque jour quasiment du contenu en accès libre sur nos réseaux sociaux. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à le commander ou à l'offrir. Les émotions, souvent, soit on les garde en nous, soit on les déverse sur les autres, avec les multiples conséquences que cela peut avoir. Comment faire autrement? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec Jérémy Mercier, qui a écrit L'hygiène émotionnelle, le chaînon manquant à votre épanouissement. Bienvenue, Jérémy. Bonjour Estelle, bonjour à tous. Alors, tu sembles avoir un parcours insolite, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Tu te déclares toi-même comme étant un électron libre, issu d'une formation scientifique de haut niveau, normalien en chimie, et tu es docteur en recherche environnementale aussi, C'est ça, spécialisé en santé naturelle, et tu promeus une approche holistique de la santé. c'est ça. Alors, comment en étant normalien en chimie et docteur en recherche environnementale, on en vient à s'intéresser à la santé naturelle? Alors c'est tout un parcours, mais j'ai fait un doctorat donc en recherche environnementale à l'Imperial College à Londres, en Angleterre et pendant ce doctorat, pendant lequel je travaillais sur les agrocarburants, leur intérêt environnemental réel et une comparaison des politiques britanniques et françaises en matière de promotion de ces agrocarburants, j'ai commencé à comprendre que, l'impact environnemental de l'agriculture venait principalement les gros impacts venaient de l'élevage. Et ça m'a amené à revoir mon alimentation et à choisir de devenir végétarien. Ça, c'était en 2008, ouais, 2007 plutôt. Et donc, à cette époque, c'était assez nouveau pour moi de faire des essais alimentaires. Et pour pas faire de bêtises, j'ai commencé vraiment à pousser mes recherches. C'est comme si je faisais une thèse en parallèle sur l'alimentation et sur la nutrition, donc pas du tout officielle. Et ça m'a amené après à faire plein de voilà, d'expérimentations, de formations, de découvertes diverses et variées pour valider que oui, c'était pas un mauvais choix que d'être végétarien. Et donc, ça m'a donné envie de m'intéresser de plus en plus aussi à la santé et à découvrir que l'alimentation, c'est un pilier très important de la santé, mais c'est pas le seul. Et les émotions, notamment, sont un des autres piliers de la santé. En tout cas, savoir quoi faire de ses émotions. Mmh. Alors, on parle souvent de holistique, Oui, chez Nexus, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas ce mot, parce que nous, il nous paraît, commun, oui. mais c'est quoi une approche holistique, de la santé? Alors, holistique, ça vient de holos, qui veut dire le tout en grec. Donc, holistique, ça veut dire une approche, on va dire, multidimensionnelle ou globale, tout simplement globale. Ça veut dire que quand on s'intéresse à la santé, on va pas faire ça comme un médecin classique qui va regarder, hop, symptômes et il va chercher un médicament, point. Enfin, il y a pas une réflexion poussée, on va pas chercher forcément la cause réelle et on cherche simplement le remède validé par l'industrie pharmaceutique et qui est présenté par la bible du médecin, à savoir le Vidal. En France, c'est ça. Là, on va essayer de comprendre plutôt quelle est l'origine. Est-ce que c'est quelque chose qui est d'ordre alimentaire, d'ordre émotionnel? Est-ce qu'il y a un stress particulier? Est-ce que les conditions dans lesquelles la personne vit peuvent générer ce problème, etc. Et donc, ça va être comme ça sur plusieurs niveaux. Et cette approche me paraît beaucoup plus pertinente parce qu'on va véritablement régler la cause derrière le symptôme qu'on observe. Alors que si on ne fait que traiter le symptôme avec l'approche médicamenteuse classique, on ne règle pas la cause et donc ça va revenir et ça va se chroniciser aussi. On va avoir des maladies comme ça qui deviennent chroniques parce qu'on n'a jamais réglé la cause. Et au final, on aura fait plus de mal que de bien avec juste simplement un traitement du symptôme rapide qui fait que pendant quelques temps, le symptôme disparaît, mais ça va revenir de plus belle puisque la cause est toujours là. Alors, en parlant de cause, justement, pour relier à notre sujet, les émotions, alors, est-ce qu'elles peuvent être la cause de symptômes? Absolument, Et oui, oui.
Bah, en fait, c'est pas que les émotions, une émotion en elle-même, elle fait rien. Enfin, c'est-à-dire que c'est comme une espèce d'énergie, que l'on peut ressentir parce que, ça peut se mesurer, hein. On peut avoir une accélération du rythme cardiaque, on peut avoir les poils qui se hérissent, des frissons, on peut avoir des pleurs, donc des larmes qui coulent. Enfin, il peut se passer plein de choses avec une émotion. Hem, Après, c'est pas quelque chose de physique, c'est pas un bouton qu'on voit, c'est pas quelque chose de visible à ce niveau-là, mais en tout cas, on peut vraiment mesurer l'impact des émotions sur le corps. Et une émotion en elle-même n'est pas responsable de symptômes pour moi, c'est plus une émotion qui n'a pas été vécue correctement qui là peut devenir un problème. Parce qu'une émotion, elle est censée circuler. C'est ça qui est très important à comprendre. Et il me semble que la plupart des gens ne l'ont pas véritablement compris. Alors que c'est inscrit dans son mot, dans le mot lui-même, dans l'étymologie du mot. Mmh. Ah, alors, déjà, pour les traverser, ces émotions, faut les reconnaître dans un premier temps et que Ouais. Oui, alors j'ai envie de dire oui et non. Parce qu'un tout petit enfant, par exemple, un bébé, je ne sais mmh, pas s'il est en train de se dire: «Alors, est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la frustration? Est-ce que c'est de la peur?» Non, il sent, il y a un truc, il y a une f quoi qu'il y ait, il y a quelque chose et ben, il va vivre ça pleinement et puis il va se mettre à faire des bruits divers et variés selon ce qu'il a à lâcher et si on le laisse faire, ce qu'il a à faire, on s'assure bien sûr au préalable que ses besoins sont satisfaits, hein, évidemment. Hein. Voilà, c'est pas de la maltraitance, voilà. Mais si on s'assure que les besoins du petit sont satisfaits parfois il a juste besoin de lâcher quelque chose et il le lâche hyper bien de façon très très efficace. Donc nous adultes, on a peut-être plus ce besoin d'identifier, peut-être un petit peu d'analyser sans que ce soit forcément très très long. Alors ça peut être très long, on peut faire 15 ans de psychanalyse aussi, mais ça peut être très court aussi. Et sans avoir forcément ce besoin d'identifier l'émotion, en tout cas, il se passe un truc. Dans le corps, on sent qu'il y a quelque chose. Et mmh, c'est là que soit on décide de cadenasser, de verrouiller, et on peut faire ça de plein de manières différentes. D'ailleurs, la parole peut servir à cadenasser quelque chose. Parfois, on peut parler pour pas sentir ou pour s'écarter de cette sensation qui est à l'intérieur. Ça peut être libérateur, la parole, comme ça peut enfermer. Et on peut aussi tout mmh, simplement ne rien faire, restreindre, serrer, et c'est tout à fait inconscient. On va même pas sentir que on serre au niveau des coudes, du cou, du dos, enfin bref. Et ça, par contre, quand on serre, bah après, il va y avoir oui, des symptômes. On va dire: «Ah, c'est bizarre, là, j'ai mal au dos, j'ai mal à tel endroit». Ou au contraire, il peut se passer plein de choses. Par exemple, quand on retient une émotion, ça peut aussi affecter notre transit intestinal tout simplement parce que, notre système, digestif est très, très lié à nos émotions. Donc, si on retient de façon chronique nos émotions, bah, ça peut mener par exemple à de la constipation, par exemple. Ouais, donc il y a plein de façons mmh. différentes que le corps va avoir de manifester des émotions non vécues correctement. Après, ça peut être aussi beaucoup plus, grave, j'ai envie de dire. Il y a des gens, par exemple, qui estiment que pas mal de cancers sont liés à des émotions qui n'ont pas été vécues totalement, à un choc traumatique vécu intense, mais qui n'a pas été vécu totalement, par exemple. Mmh. Alors comment les vivre au mieux ces émotions? Parce que comme je disais au départ, le problème parfois c'est que quand on les exprime et ben, on peut les déverser sur autrui C'est ça, et quand on les a retenues depuis longtemps, ça peut être vraiment volcanique exactement. Ouais, ouais. et très agressif ou très perturbant pour l'autre. Ouais. Donc est-ce qu'il y a des techniques, donc que Absolument, absolument. Et donc, bah, en fait, moi, j'ai découvert ça quand j'ai eu ma fille aînée, qui est née en 2009. Donc, j'ai découvert que, en fait, malgré les soins qu'on pouvait lui apporter, bah, il y a des moments, en fait, elle pleurait et on ne comprenait pas pourquoi. On se disait, bah, elle a mangé, elle a fait ses besoins, elle a, elle a chaud, enfin, elle est à bonne température, tout était bien, mais malgré tout, il y avait des pleurs. Et c'est là que je suis tombé sur un bouquin de Aletta Solter, une psychologue suisso-américaine, qui a écrit Pleurs et colère des bébés, une approche révolutionnaire. Et c'est là que j'ai découvert qu'en fait, parfois, les bébés, ils ont juste besoin de lâcher des émotions. C'est tout, c'est juste ça. Et nous, en tant que parents, on peut simplement les accompagner en les tenant dans ses bras, éventuellement en les serrant un tout petit peu pour qu'ils sentent qu'ils ont un cadre vraiment réconfortant qui va leur permettre de vider, entre guillemets, leur sac émotionnel. Et on peut comme ça juste leur donner ce cadre sécurisant dans lequel ils vont se permettre, s'autoriser à lâcher des choses. Et une fois que c'est lâché, ça va beaucoup mieux. Et donc j'ai découvert ça en 2009, c'était une vraie révolution pour moi.
Et plus tard, j'ai découvert Christian Thalschaller, que sans doute beaucoup de gens chez Nexus connaissent, avec qui j'ai fait des formations. Je me suis formé, j'ai même eu une formation individuelle sur mesure avec lui, c'était assez incroyable. Et donc, j'ai découvert son approche des émotions que j'ai trouvé vraiment extraordinaire. Et ensuite, plus tard, j'ai fait une formation à l'Institut de santé Hippocrate en Floride, à West Palm Beach, où là aussi, il y avait un psy avec qui je me suis super bien entendu sur le campus, parce qu'ils avaient une approche là-bas à la fois alimentation à fond, c'est vraiment leur marque de fabrique, c'est du cru végétal en gros, avec des graines germées, des jus verts, du jus d'herbe de blé à fond, donc c'est assez incroyable et c'est une alimentation qui peut être extrêmement thérapeutique. Mais à côté de ça, ils avaient aussi une approche émotionnelle avec un des deux psys donc, à qui je m'entendais bien, qui s'appelle Andy Bernay-Roman. Lui, il organisait chaque semaine un healing circle, un cercle de guérison. Et c'était hyper marrant, c'était hyper fort. Et les gens qui voulaient venaient, hein, il n'y a aucune obligation. Et il y avait un groupe comme ça, en général, entre 10 et 25 personnes, peut-être, ça dépendait des semaines, qui se réunissaient. Et puis, de manière très ludique, ils lançaient quelque chose. Et puis, il y avait toute une énergie qui se mettait en place. Et sous forme de jeu, il arrivait comment dire, à poser des questions à une personne qui se désignait pour faire le travail, disons, et tout le groupe soutenait la personne dans ce travail-là, et ça allait toucher des choses extrêmement profondes, mais toujours avec une approche qui semblait en apparence légère. C'était vraiment hyper impressionnant, donc moi j'ai adoré ça. Et puis j'ai au fur et à mesure développé mon approche des émotions, que j'appelle LIFE, pour libération immédiate et facile des émotions, et j'ai écrit un livre à ce sujet qui s'appelle donc l'hygiène émotionnelle, le chaînon manquant à votre épanouissement, que tu as cité au début. Mhm. Et moi, dans cette approche-là, je fais un peu comme une fusion de tout ce que j'ai pu apprendre par ma fille déjà, qui était une super enseignante en 2009, quand elle était tout petit bébé. Et puis après, ce que j'ai découvert un peu partout, hein, à droite à gauche, notamment avec Thalschaller, avec l'Institut Hippocrate, avec des lectures, etc. Puis après, ce que j'ai pu expérimenter quand j'ai eu mon cabinet à Nantes. Et c'est vrai que ce qui me paraît déjà fondamental, c'est d'apprendre à extérioriser ses émotions par le corps. Et je reviens à l'étymologie du coup des émotions. Ça vient en gros voilà, du verbe émovere qui veut dire et qui est devenu émouvoir après. Mais en tout cas, émovere, ça veut dire faire un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Et ça, pour moi, c'est fondamental de comprendre ça. Euh, un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur, ça veut dire qu'il doit y avoir quelque chose qui circule. Donc il y a quelque chose qui est en nous qui doit sortir. S'il n'y a rien qui sort, c'est là que, à mon sens, on n'a pas compris à quoi servait l'émotion et l'émotion retenue devient très problématique. Et même, je dirais que c'est comme un poison d'une certaine manière. Une émotion qu'on a retenue dans son corps, surtout si c'est une émotion très intense et très longtemps, ça devient un véritable poison et ça va avoir des conséquences sur le corps, des conséquences bien physiques et somatiques, donc éventuellement peut-être des maladies. Donc c'est pour moi d'une importance capitale de savoir quoi faire de ces émotions. Est-ce que tu as des exemples d'exercices? Parce qu'on parle d'hygiène émotionnelle, bah, l'hygiène au quotidien, on se brosse les dents, on prend sa douche. Et au quotidien, c'est quoi l'hygiène émotionnelle? Alors, moi, je fais souvent l'analogie avec le fait d'aller aux toilettes, pour le coup, d'aller faire pipi. Et Mm. donc, l'hygiène, bah, à ce niveau-là, ça consiste d'aller au bon endroit, au bon moment. C'est-à-dire qu'on ne va pas se retenir 107 ans et avoir la vessie qui va exploser, on a hyper mal, enfin, c'est l'horreur. On ne va pas faire ça. Et on ne va pas non plus y aller toutes les 3 secondes dès qu'il y a un petit truc. Enfin, c'est bon, un tout petit bébé, il a un réservoir émotionnel tout petit, donc lui, il aura peut-être besoin plus souvent qu'un adulte, disons, de lâcher ses émotions, mais cette vessie émotionnelle va grossir avec le temps et on sera capable de retenir un peu plus. Voilà. On ne fait pas ça n'importe comment, on ne fait pas ça n'importe où. Hein. Donc, c'est pas en plein repas de famille, au bureau, devant son chef et ses collègues ou je sais pas quoi. C'est pas à cet endroit-là qu'on va lâcher ses émotions. Donc, moi, ce que je propose aux gens, c'est de faire ça donc, au bon endroit, au bon moment, c'est-à-dire, en fait, c'est seul à seul d'une certaine manière. Nos émotions, elles nous appartiennent. Et après, l'environnement extérieur est là pour nous mettre face à des émotions et nous aider peut-être à faire sortir des choses ou à les vivre ou à vivre certaines expériences. Et donc, à nous de lâcher nos émotions. Et là, on peut s'inspirer de 3 groupes qui, pour moi, sont extrêmement
enseignants, à savoir les tout petits enfants. J'ai parlé de ma fille quand elle était toute petite. Ensuite, les animaux et aussi les peuples premiers. Les petits enfants, comme j'ai dit tout à l'heure, bah, ils ont cette sagesse innée, hein, parce qu'on leur apprend pas. Puis c'est partout comme ça dans le monde, quelle que soit la culture, quel que soit le niveau social, quelle que soit la religion, peu importe. Un tout petit bébé jusqu'à 2-3 ans max, il va lâcher ses émotions d'une façon complètement instinctive. Donc c'est comme si c'était inscrit en nous, hein, même s'il a vu aucun autre enfant le faire, il va le faire. Il va lâcher, quelle que soit l'émotion, peur, colère, tristesse, joie, ça va être à peu près tout le temps pareil. Ça va être avec des grimaces, avec des sons, avec des gesticulations. Moi, j'ai souvenir, par exemple, je reviens encore à ma fille, hein, c'est un bon exemple, mais toute petite, un jour, bah, on est allé faire des courses, on passe devant la caisse, c'est l'endroit où il y a des bonbons, des trucs comme ça, puis ça, Oui. ça brille, etc. Elle savait pas forcément ce que c'était parce qu'on n'achetait jamais de bonbons, mais elle voit le truc, elle veut en prendre. J'ai dit non, on n'en prend pas. Et elle a commencé en fait assez rapidement à faire une crise entre guillemets. Et en fait, elle s'est mise par terre et elle a fait genre ah, comme ça, mais ça a duré 3-4 secondes. C'était hyper intense, ça a duré 3 secondes, puis après c'était fini quoi. Elle a lâché en fait la frustration et en fait, je trouve ça génial comme exemple parce que il me semble qu'en tant que parent, c'est hyper important de pouvoir transmettre à ses enfants cette capacité à gérer la frustration. Elle est frustrée, voilà, elle n'a pas le truc qu'elle voulait, et ben c'est pas grave, elle lâche la frustration et on passe à autre chose. Et donc les enfants, ils ont vraiment cette sagesse incroyable de lâcher toutes sortes d'émotions, mais malheureusement après, en grandissant, on a les modèles éducatifs, sociétaux qui vont faire qu'on va se retenir et se restreindre. Et ça peut devenir problématique à la longue, surtout si on on n'a pas à côté une hygiène émotionnelle dont je vais parler un petit peu après. Avant d'arriver aux animaux, dans ton livre, tu dis qu'on nous apprend dès petits à les réprimer, les émotions. Tu parles de la tétine et tout ça là. Exactement. Alors, je suis bien conscient que la tétine, ça peut aussi aider. Il y a peut-être un besoin physiologique, un peu de succion ou de mordiller un truc. Bon, voilà. Mais en anglais, on appelle ça un pacifier parce que ça pacifie. C'est plus la paix auditive des parents. Et je peux comprendre. Hein, voilà, je sais ce que c'est. Mm. Mais n'empêche que systématiquement donner la tétine ou le sein d'ailleurs, hein, ça peut être aussi le sein de façon plus naturelle. Mais le faire de façon trop systématique, dès qu'il y a un petit chouinement du petit, il me semble que c'est une façon d'étouffer le besoin de lâcher les émotions de l'enfant et faire qu'il ne sera pas capable de vivre lui-même correctement ses émotions plus tard. Voilà. Donc, donc c'est juste voilà, une vigilance à avoir par rapport à ça. Il ne s'agit pas de susciter des pleurs, enfin pas du tout, hein, c'est pas ça l'idée, hein, mais au moins laisser l'enfant pouvoir vivre ses émotions de façon naturelle. Ça, c'est quand même, il me semble intéressant. Et on a beaucoup de techniques pour faire que l'enfant, même une petite berceuse, si un enfant, il a pas besoin, il a juste besoin de lâcher ses émotions, si on le berce quelque part, imagine, tu es adulte, tu pas bien, bah, je te dis, ah, c'est pas grave, je vais te mettre de la musique et puis je vais te. Enfin, c'est gentil, mais est-ce que je t'aide vraiment en faisant ça? Si tu as besoin de lâcher tes Mm. émotions, bah, lâche tes émotions, super. Est-ce que ce serait pas une des sources des addictions, ce genre de choses? Parce que je me souviens pour la cigarette, je me disais c'est la tétine. Tu sais, t'as une émotion, t'as une frustration, t'as une colère, t'as hop l'envie d'aller chercher la cigarette comme une tétine. Ouais, ouais. Bah, il y a de ça certainement. Je sais pas si on peut être aussi direct, mais probablement c'est très, très lié effectivement, et c'est un réflexe. Dès que quelqu'un qui est accro à la cigarette, a une petite frustration, ben, détente, détente, voilà, voilà. Parce qu'il Mmh. n'arrive pas à faire autrement et en plus de ça, c'est ça qui est marrant, c'est que, quelqu'un qui fume, souvent les fumeurs, ils respirent pas très bien et le moment où ils respirent bien, c'est quand ils fument parce qu'ils font des vrais grands inspires. C'est bon, c'est un peu dommage de le faire avec toute la fumée, mais en tout cas, c'est le moment où ils font des vrais grands inspires. Alors que par des simples exercices d'hygiène émotionnelle, on peut aussi se prendre un moment, ça c'est pas long, hein, c'est 1-2 minutes max. On peut se prendre un petit moment où on va lâcher des choses et après, on est bien et on inspire, on respire et ça se fait automatiquement. C'est tout bête, mais c'est d'une efficacité redoutable. Mmh. Alors tu voulais parler des animaux aussi, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors le deuxième groupe qui pour moi est très inspirant, en matière d'extériorisation des émotions, c'est les animaux et il y a un exemple que je cite souvent qui est celui de l'impala, une espèce de gazelle d'Afrique
Quand une impala, un impala, pardon, c'est au masculin. Quand un impala se fait poursuivre par une lionne, parce que c'est sa proie naturelle, il arrive que, évidemment, que l'impala se fasse rattraper par la lionne, dévorer. Bon, l'histoire est finie. Mais dans certains cas, il y a un instinct de survie, un réflexe qui fait que l'impala va se figer et pendant la course, hein, en train de courir, tout d'un coup, paf, il tombe au sol comme mort. Il bouge plus. Et là, la lionne peut se dire, «Bon, bah, super, je prends, c'était plus facile que ce que je pensais, hop» et c'est fini pour, l'impala. Mais aussi, ça arrive souvent ça, que, en fait, un peu surpris par, ce qui se le déroulé des événements, la lionne va se désintéresser de l'impala qui est tombé au sol comme ça et va partir en fait, va pas manger l'impala. Donc, Mmh. l'impala va rester quelques minutes comme ça, complètement figé au sol. Donc, c'est ce qu'on appelle le figement. Et pour sortir du figement, l'impala va commencer à faire des respirations de plus en plus fortes et des tremblements. Et ça, c'est très intéressant. Il y a vraiment des tremblements dans tous les sens, comme ça. Ça dure 30 secondes ou une minute. Et une fois que ça a été fait avec intensité suffisante, c'est bon, elle repart comme si de rien n'était. Voilà, ça c'est incroyable. Et nous, en tant qu'humains, aussi, quand on a des émotions très fortes, en fait, il peut y avoir un espèce de figement. Alors c'est plutôt un figement intérieur, et on peut le lâcher de cette manière-là. C'est hyper intéressant. Et c'est utilisé pour des thérapies, par exemple pour des vétérans de l'armée aux États-Unis qui ont vu des trucs Mmh. horribles. Enfin, et souvent, donc les stress post-traumatiques sont c'est très mal traité par la psychothérapie, la psychiatrie. Ça marche pas du tout. Enfin, il y a pas de résultat. Par contre, des techniques où on va utiliser le corps comme porte de sortie des émotions via justement des tremblements, là, ils ont des super résultats. Parce que on va lâcher un traumatisme qui est à l'intérieur, qui a été comme inscrit, dans le corps, et il faut passer par le corps pour le lâcher. C'est-à-dire que normalement, si on avait suivi le fonctionnement naturel du corps, il y aurait eu, au moment du choc traumatique, il y aurait eu tout ce comme ça, je tremble dans tous les sens et je lâche tout. Mais comme on l'a pas fait parce que voilà, il y a tous les conditionnements sociaux et peut-être que ça demande un certain effort pour le faire malgré tout, et Mmh. ben, plus tard, on peut récupérer ça. Voilà. Ça Et se fait en France ça, alors, il y cette a quelques technique? personnes qui le font. Ça s'appelle du TRE, Trauma Releasing Exercises, des exercices de libération des traumas. Il y en a quelques personnes qui le font, mais c'est pas hyper connu. Aux États-Unis, c'est plus connu. Ouais. Mmh, parce qu'on parle de choc post, guerre, mais il y a d'autres traumas, quoi. Ça peut être Absolument, adapté à oui, d'autres oui. personnes. Bien sûr, ça peut être utilisé pour d'autres types de traumas certainement, type viol, type agression, accident, et cetera. Ouais, 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 bien sûr. Mmh. Et après, sans aller jusque-là, on peut aussi s'inspirer, à titre personnel juste d'animaux, moi j'aime bien un exercice que j'écris qui s'appelle l'exercice du cheval, que j'explique dans mon livre et que je présente dans une vidéo. Et on peut s'inspirer d'animaux et de leur fonctionnement pour nous, créer, des petits protocoles, des petits exercices d'hygiène émotionnelle, d'extériorisation des émotions. Et ça marche hyper bien et c'est hyper puissant et voilà, j'adore ça. Ah bah, je me souviens de Tal, parce que j'avais fait un stage avec eux aussi, sur le tigre. La Exactement, ouais, technique du tigre où il fallait se mettre exactement. debout que ça il y avait Très même la puissant. technique du HLM, Oui, elle appelait ça la technique du HLM, genre on est dans un immeuble, il y a beaucoup de gens qui habitent, donc on peut pas se permettre de pousser des hurlements comme ça, sinon c'est donc ça. on va dans les toilettes par exemple ou on est au resto, il y a plein de monde, on va aux toilettes et puis on le fait de manière silencieuse pour Exactement, c'est ça. C'est-à-dire que si on fait des rugissements, qu'on met vraiment de l'intensité dans le son, c'est génial. Mais c'est pas mmh, toujours possible. Si les mais cloisons sont un peu fines, donc effectivement, il appelait ça la version HLM, on va faire ça, avec le souffle. Il faut qu'il y ait du souffle, hein, toujours, hein. Si c'est juste ça, mmh, là, on perd tout. On n'a plus du tout ouais, la force. C'est de la ouais. gym, enfin, c'est bien, physiquement, mais il y a pas d'intérêt réel au niveau émotionnel. Par contre, faut que s'il y a du souffle, déjà, c'est déjà pas mal. Si en plus on peut mettre du son et de l'intensité, là, c'est extraordinaire. Voilà, mais bon, on fait comme on peut. Et toi, le cheval, alors, tu peux nous décrire un peu cette technique-là? On Bah, peut la là, faire ou pas? Ou c'est compliqué? non, c'est pas très compliqué. Après, moi, je propose, on peut mettre un lien éventuellement, si les gens veulent voir. J'ai toute une conférence où je rentre en détail dans mon Oui, approche on fera et ça, ouais. on pourra montrer ça. Par contre, si on peut faire un exercice ensemble, c'est celui des grimaces aussi que j'explique dans le livre. Et là, les grimaces, je propose de les faire, mais à la manière d'un enfant. C'est-à-dire, c'est pas juste, c'est pas ça, c'est une grimace incomplète. Parce Ouais. qu'il manque quoi? Le son.
Ah, Eh le oui, son. eh oui, Alors il faut du attends, son. Si on on va fait se mettre juste, côte à côte là pour faire ça. Attends. si on fait juste ça, machin, bah, en fait, c'est bien, ça fait une certaine détente au niveau, du visage, mais c'est pas abouti. Si on veut vraiment être dans de l'extériorisation des émotions, il faut aussi qu'il y ait du son. C'est vraiment très, très important. Ou du souffle, hein, la version HLM. Et Ouais. donc les grimaces qu'on pouvait faire, c'est des enfin on peut imaginer tout et n'importe quoi, hein, mais avec du son, hein, toujours avec du son. Ouais. Et on peut, faire imaginer qu'on a un tout petit enfant dans la cour de récré en maternelle et qui va se lâcher à faire toutes sortes de pitreries et de trucs, qui nous paraissent, nous, débiles en tant qu'adultes. Mais en fait, c'est hyper bon pour eux de ça lâche plein de tensions et ils sont hyper bien après ça. Puis après, ils sont morts de rire, enfin évidemment, et c'est extraordinaire. Et nous, en tant qu'adultes, on Mmh. se permet quasiment jamais ce genre de truc et on retient, on est sérieux et on se fait beaucoup de mal, à être beaucoup trop sérieux et à jamais se Mmh. permettre ce genre de choses. Alors attends, donc tu veux dire, je nous éloigne un peu pour que Pour revenir, pour pas qu'on fasse une grimace quand même de trop près pour les ouais, pour c'est ça, les auditeurs. pour pas vous faire peur. Ouais, voilà, c'est ça. Donc tu genre mais même avec tes enfants, tu peux faire ça aussi? Bien sûr, ah oui, bah, évidemment, bien sûr. Ouais, ouais, bien Donc sûr. genre imagine, bon là il y a une scène, il y a une tension, tout le monde est en colère, machin, donc on fait stop, on Ouais, se fait une session de grimaces, exactement, par genre exemple. Exactement. Et ça voilà. peut durer 20, 30 secondes, ou on peut faire plus longtemps si on veut, hein, mais effectivement, faire ce genre de truc-là. Alors, il faut aussi qu'on ait les yeux un peu ouverts. Si on ferme tout le temps les yeux, c'est un peu comme si on se mettait une protection, qu'on se cachait et j'assume pas. Non, je veux pas vraiment aller dans la libération de l'émotion. Donc, on garde un peu les yeux ouverts. On n'est pas obligé de les avoir complètement grands ouverts, mais au moins un Ouais, peu ouverts et on fait ce son et ces grimaces et on fait ça avec de l'intensité d'accord. et qu'est-ce qu'on est bien après. Ça fait du bien. Puis alors, tout le monde rigole et puis on désamorce plein de choses comme ça. Alors après, ça veut pas dire qu'il faut pas régler le problème à la base aussi, hein, évidemment, hein. On va pas Oui. passer sa vie à faire des grimaces, hein. Mais oui, parce qu'après faut régler la cause, parce que si la même cause revient tout le temps, Exactement, c'est ça. oui, comme tu dis, du matin au soir, Voilà. Bon, ça ça va être compliqué. c'est c'est possible, mais c'est pas, l'aboutissement, disons, de l'approche. Moi, ce que j'aime bien, c'est d'abord on extériorise ses émotions, après on prend du recul et après on va modifier ses perceptions et puis, ses filtres, soit les perceptions, soit on règle la cause qui est à la base de tout ça. Quand on a une émotion, c'est parce qu'avant il y a une cause, souvent c'est une pensée qui génère une émotion. Ça peut être aussi un choc, hein, paf, j'ai pas regardé devant moi, je me prends un mur, ouais, bah, j'ai mal, je suis étourdi, bon, voilà, ok, je vais regarder devant moi, je vais faire gaffe. Donc, il peut y avoir plusieurs causes pour une émotion, Mmh. mais même quand on se fait mal, par exemple, si moi, ça m'est arrivé, j'avais testé ça, de marcher et je me prends un pied de table entre les orteils. Ça fait Ouais, hyper mal, ça. ouais, Mais si tu lâches tout de suite l'émotion, si tu es «Ah ouah!» comme ça et tu fais ça ouais. pendant 30 secondes, 1 minute, tu mets vraiment tu y vas au taquet, hein, ça ressemble à du cinéma. Les gens vont dire: «Mais il est fou celui-là, enfin, c'est exagéré». Oui, on exagère exprès, donc on fait pas ça n'importe où encore une fois, hein. Mais on exagère exprès, mais si on exagère exprès, qu'on le fait pendant 1 minute, mais la douleur, elle va partir, c'est incroyable et peut-être même qu'on répare des choses en même temps, c'est vraiment fou. Alors que si je me prends le pied dans le si je me prends mes orteils dans le pied de la table et que je retiens genre: «Non, ça va», là, ça va traîner. Là, ça va être plus long à guérir. Mmh. Donc on accompagne, si tu veux, le processus de guérison en permettant, au cerveau de produire plein de types de molécules cicatrisantes, anti-inflammatoires, que sais-je. Parce que notre cerveau, il sait produire toutes les molécules qu'on achète dans le commerce, hein, mais sans les effets secondaires, sans l'addiction, sans rien. Mmh. Et par rapport aux pleurs, tu en penses quoi? Parce que moi, je sais que je suis quelqu'un, je pleure beaucoup, mais des fois pas longtemps, hein. Mmh? Il y a quelque chose qui me contrarie, même, par rapport au travail, des fois on traite de sujets, très graves. Ouais. Je franchement, si je pleurais pas, j'ai l'impression que je serais malade, hein. Bah, c'est Ça je possible. voilà, j'évacue, Ouais, j'évacue, j'évacue, hop, ça dure exactement. 2 minutes. Et des Ouais, fois, c'est même, violent, hein, c'est et puis hop et hop, ça s'arrête et après je suis bien. ouais, Mais bah, si je pleure pas, je peux rester des heures mal. ouais, bah, c'est génial, c'est que tu as trouvé, toi, ce qui te convient. Après, il y a des gens qui pleurent, facilement, d'autres moins facilement. Après, voilà, en tout cas, c'est une super porte de sortie, les pleurs, à condition qu'il y ait, un peu d'intensité, un peu de son si possible et Mmh. également que ce soit pas quelque chose de circulaire. Si c'est un pleur de comme ça qui tourne en rond,
il va pas être très libérateur. Par Mmh. contre, si on monte un peu dans l'intensité, s'il y a un petit peu d'aléatoire, que c'est pas tout le temps la même chose, là, oui, ça peut être très libérateur effectivement et puis effectivement, si tu le faisais pas, bah, tu aurais une boule au ventre, tu serais pas bien, tu puis Mmh. beaucoup de gens, en fait, il faudrait qu'ils pleurent un peu, comme j'ai indiqué et ça serait tellement plus léger leur quotidien, bien sûr. Et tu en penses quoi, des sacs de boxe et tout ça, les trucs comme ça? Alors c'est pas mal, c'est intéressant. Alors après, ça dépend comment on fait ça. Si c'est un sac de boxe pour faire de la boxe, c'est super physiquement, c'est un sport, incroyable, mais tu auras pas forcément une libération émotionnelle, poussée. Mais si tu mets du son, si tu mets aussi, comment dire? Si tu penses à l'objet, de Mmh. ce qui génère l'émotion, donc s'il y a du son, s'il y a du souffle, s'il y a de la force, de l'intensité, alors c'est l'intensité, idéalement au maximum d'intensité agréable. C'est-à-dire que si on dépasse ce qui est agréable, qu'on se fait mal, bah, Mmh. c'est trop, c'est plus bon. On n'est plus dans la libération des émotions déjà. Et si c'est pas beaucoup d'intensité, bah, ça sera pas très libérateur. Donc on va viser ce maximum d'intensité agréable. Mais si tu fais allez, punching ball, pourquoi pas? Franchement, ça peut être très très intéressant. Ouais. Mmh. C'est vrai qu'en tant que journaliste, quand tu traites de sujets par exemple comme, récemment l'affaire Epstein, la pédocriminalité et cetera, il y a des moments, tu as envie de taper dans quelque chose quoi, hein, Mm. pour extérioriser. Parce que tu Ben, es là, tu te sens impuissant, tu te dis: «Bon, OK, je vais faire une vidéo dessus, je vais faire un article, ouais. mais qu'est-ce que ça va changer?» Et puis tu penses à tous ces enfants qui souffrent et là et c'est là que je me suis dit: «Je vais peut-être m'acheter pas un punching ball» parce qu'on m'a dit: «Le punching ball aussi, il va te revenir dans le visage et c'est bien, ça va t'énerver encore plus. C'est mieux un sac de boxe». C'est ça. C'est ça. Après, c'est ça. Non, moi je dis, ça peut être une possibilité. Après, il y a plein de façons de faire. Ça peut être aussi taper sur un matelas. Tal Chaleur m'avait montré un truc marrant. Je crois qu'ils avaient fait un exercice où ils prenaient des vieux annuaires, des bottins, et tu prends une barre de je sais pas quoi et tu tapes dessus. Voilà. Bon, faut faire gaffe parce qu'on peut se faire mal aussi. Ah Mais oui, faut faire gaffe. Ah oui, tu tapes sur l'annulaire. Ah oui, d'accord. Ah ça je la connaissais pas celle-là. bah, tu as plein de trucs comme ça, hein. Après, tu as aussi ce qu'on appelle des rage rooms. Ils font ça maintenant, tu peux payer et on te donne une batte de baseball et puis tu as plein de c'est une salle où il y a des appareils, je sais pas, des télés, plein de trucs comme ça, des assiettes et tu vas tout défoncer. Alors là, ça peut être super intéressant, mais Ah ouf. si tu fais trop fort, tu peux te faire mal, hein. Donc si Ah tu te oui, blesses, oui. c'est embêtant quand même, tu vois? Donc très simplement, chez soi, avec les trucs qu'on a chez nous, des coussins, des fauteuils, des matelas, ou juste même sans rien, mais juste les grimaces, le cheval et plein d'autres exercices, on peut lâcher plein de choses comme ça, très Mmh. simplement, très efficacement. Et c'est, je parle d'hygiène émotionnelle parce que c'est quelque chose après qu'on peut mettre dans son quotidien. C'est pas forcément quelque chose qu'on va faire tous les jours, mais parfois on peut se dire, ah ouais, en fait, j'ai un nœud, j'ai un truc, j'ai un outil, je sais quoi faire quand il y a ça. Je lâche mon émotion. Et après, je peux prendre, voilà, un peu plus de distance. J'ai plus ces sensations très désagréables qui sont liées à des émotions non extériorisées et puis après, je serai plus en capacité de résoudre le truc à la base. Ça, c'est là, Mmh. ça devient intéressant. Et oui, puis ça évite que nos proches, que ce soit les enfants, les conjoints, la Exactement, famille, deviennent justement ces punching balls. Parce que des fois, exactement. ça c'est on a l'impression soit d'être leur déversoir, soit qu'eux le soient pour nous et ça, c'est pas bon. Absolument et ça, c'est un risque quand on est bah, toi, tu disais dans ton activité professionnelle, tu es amené à traiter des sujets, complexes et enfin voilà, qui amènent des émotions parce que c'est difficile, hein, le sujet lui-même. Mmh. Bon, ben, le travers, ça serait, ben, en fait, je sais pas quoi faire de mes émotions, donc je me tape moi dessus, Mmh. entre guillemets, hein, c'est une image, mais je retiens et je me fais du mal. Ou bien, effectivement, le premier qui passe, il s'en prend et je lui Mmh. tombe dessus, quoi. Donc mon enfant, mon conjoint, mes parents, enfin voilà, ou mon Mmh. collègue aussi, ça peut être les collègues qui prennent. Donc c'est dommage. On va éviter ça. On va pour moi, si on est, vraiment adulte émotionnellement, on apprend et on essaye d'avoir cette hygiène où on va régulièrement lâcher ça pour pas que ce soit les autres qui prennent. Mmh. Ni soi, hein, c'est très important. Si c'est nous qui prenons, bah, là, on se met à somatiser, on déclenche des symptômes divers et variés et puis tant qu'on n'a pas lâché, finalement, ça va traîner, quoi. Donc est-ce qu'on peut s'empêcher à un moment donné de les ressentir ces émotions? Parce que Je je sais je plus comment on m'avait dit: «Oui, mais à un moment donné, il faut à quoi bon? Qu'est-ce qui mérite de se mettre dans un état pareil, par exemple?»
j'ai pu entendre ou mais pourquoi ressentir ça? C'est quelqu'un qui va pas ressentir la même chose que nous, il peut être devant nous et nous dire: «Mais pourquoi ressentir ça? Ça sert à quoi?» Mmh. Alors après, on n'y peut rien. Enfin, si on a une émotion, elle est là, hein. On peut juste Mmh. constater qu'elle est là et d'ailleurs, je profite tout de suite de l'occasion pour dire que pour moi, il y a pas d'émotion positive ou négative. Enfin, il y a des gens Mmh. qui disent: «Attention aux émotions négatives, la peur, la tristesse, la colère». C'est pas négatif, hein, si tu traverses un passage piéton, qu'il y a une voiture qui arrive à fond la caisse, heureusement que la peur est là pour te faire courir et Mmh. ou sauter pour éviter la voiture, hein. C'est ta survie qui est en jeu grâce à la peur. Oui, Heu, oui, quand c'est la donc survie, oui. Mmh. et même des colères peuvent être extrêmement saines parce que, bah, ton territoire ou tes valeurs sont attaquées, Mmh. heureusement que la colère est là pour défendre ça et pas te faire écraser. Donc, il y a pour moi, il y a l'émotion quand elle est là, c'est qu'il y a quelque chose. C'est un indicateur, c'est une énergie qui indique qu'il y a quelque chose à régler. La Mmh. tristesse aussi, enfin voilà, on perd quelqu'un, il peut y avoir un deuil, bah, génial, enfin génial. On Mmh. lâche la tristesse et une fois qu'on a fait ça, et moi je l'ai vécu à plusieurs reprises à des époques où, quand mes grands-parents étaient décédés, et vivre pleinement la tristesse, il y a aucun problème. Par contre, garder la tristesse en soi, ressasser, ressasser, ça peut durer très, très longtemps et on se fait du mal, en fait, inutilement et c'est même pas bon, je dirais presque pour la personne décédée non plus. Donc, Mmh. autant vivre pleinement la tristesse, mais à fond, et une fois que c'est fait, bah, on est bien et puis, ça veut pas dire qu'on aura, bah, perdu le lien avec la personne ou quoi, c'est juste que, il y a quelque chose qui se sera pacifié. Mmh. Voilà. Par contre, j'ai oublié ta question de départ, je voulais revenir dessus, mais je vais Attends, est-ce que moi je m'en souviens moi-même? Je dis: «Est-ce qu'on peut empêcher oui, de ressentir des émotions justement par un travail, comment dire? Par un travail personnel, de centrage, de méditation chaque jour?» Bon, ça peut limiter quand même aussi la survenue et l'intensité de l'émotion, ouais, peut-être? alors Ou je pas? dirais que, si on est, ouais, je sais pas trop comment répondre à ça, mais j'ai plusieurs pistes en fait. Méditation, je dirais attention parce qu'il y a j'ai vu beaucoup de gens et je pense que c'est un travers. J'ai vu beaucoup de gens qui me disent: «Ah non, mais moi je ressens plus d'émotions, machin, parce que je suis un super méditant, je médite tous les jours, donc je suis super centré». Et moi, ce que je voyais, c'était des gens, au contraire, qui avaient fait une espèce de magnifique, cocotte minute en or massif, mais alors, Mmh. bouché de chez bouché et à l'intérieur, ça Mmh. ça y allait, hein. Et le jour où ça va sauter, hein. Donc, moi, je ferai très attention à ça. Je pense que la méditation peut être hyper intéressante et d'ailleurs très complémentaire à mon approche d'extériorisation des émotions parce Mmh. qu'une fois que tu as lâché tes émotions, tu es dans un état où justement méditer, ça va être beaucoup plus facile. Voilà, enfin si tu aimes ça, hein, enfin Mmh. chacun son truc après. Mmh. Voilà. Mais moi j'ai vu beaucoup de méditants qui étaient, très, très stricts avec eux, avec, beaucoup de jugement, et en fait, ils veulent pas se rabaisser à ressentir des émotions comme, nous pauvres humains qui ne méditons pas, par exemple. Enfin, toi, j'exagère un petit peu, hein, Oui, 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 je oui, je vois tout c'est à une fait. caricature, hein, Si, si, ça me parle. ça te parle? Oui, Bon, oui. mais moi, ce que je voyais, c'était des gens qui, en fait, avaient une souffrance et ils avaient, cadenassé cette souffrance et toutes ces émotions non extériorisées dans cette cocotte minute. Donc je ferai très attention à ça. Après, il y a des gens aussi qui sont très sensibles aux émotions, qui sont, bah, hypersensibles, c'est comme ça. Il y a même des gens qui vont ressentir très, très fortement les émotions des Mmh. autres. Donc ceux-là, ils ont d'autant plus intérêt à lâcher leurs émotions parce qu'ils Mmh. doivent gérer les leurs et celles des autres. Donc Mmh. voilà. Donc pour eux, j'ai envie de dire, c'est fondamental de savoir quoi faire de leurs émotions. Autrement, c'est beaucoup de souffrance inutile, hein. Mmh. Il y a pas de raison de souffrir, hein. L'émotion qui circule, c'est de la joie, hein, c'est très agréable. Quelle que soit l'émotion, même si c'est de la peur, de la colère, peu importe, quand ça circule, il y a pas de problème. Mais quand c'est retenu, là, ça se complique, c'est désagréable, la vie devient plus sombre, tout est plus compliqué, le corps, est douloureux, enfin bref, il y a plein de trucs qui vont pas. Donc ouais, c'est hyper important Mmh. d'avoir cette hygiène-là. Ça me fait penser aussi, est-ce qu'on peut avoir justement peur des émotions? Tu en as, Non. ils disent qu'il faut pas avoir d'émotions, comment dire? Qu'il faut pas ressentir la peur, mais mais en fait, ils ont peur des émotions. J'ai pu remarquer ça, c'est-à-dire, ils préfèrent ne pas ressentir, éviter au maximum, par exemple, l'interaction avec autrui ou pour se protéger au maximum de situations qui pourraient, leur donner des émotions parce que justement comme tu dis, la colère c'est pas bien, la tristesse c'est pas bien. Donc Mmh. on peut tomber dans une espèce de bulle,
Et on peut avoir même peur des autres pour ne pas ressentir les émotions. C'est ça. Bah, c'est une forme de c'est un mécanisme de protection encore une fois et oui, on peut avoir peur des émotions parce que, il y a tellement d'intensité, il y a peut-être tellement de choses à sortir qu'on ne sait pas par où commencer et du coup, on commence pas. On garde tout Mmh. et on va, enfin certaines personnes peuvent s'isoler socialement en pensant que ça va les préserver, mais ça ne règle rien. Donc moi j'invite vraiment, ces personnes-là justement à s'intéresser à cette hygiène émotionnelle, à l'extériorisation des émotions et à le faire, à lâcher et c'est comme un jeu. On est fait pour ça, on est fait comme ça. Les petits enfants, ils se posent pas des milliards de questions, quand ils ont besoin de lâcher, ils lâchent et puis c'est un petit enfant, enfin ceux qui ont eu des enfants, des petits, ça quand ça y va, hein, c'est énergique, hein. Oui. Et c'est vrai que des fois, en tant qu'adulte, on peut avoir le travers de dire, «Mais arrête de crier comme ça» ou, «Pourquoi tu me mets dans un état pareil? Stop, ne pleure pas». Ton livre, moi, ça m'a fait réfléchir là, sur, ce type de comportement que je peux avoir moi-même. Des fois, alors que moi-même, je suis hyper émotive, on va pas forcément accepter la même chose, d'un enfant. On va dire: «Non, mais pourquoi tu pleures pour ça?» et non, en fait, pas du tout, faut pas faire ça. Ah, puis en plus, c'est un miroir incroyable les enfants, donc on voit enfin, on voit pas, heu, chez nous, Ouais, les autres que les enfants nous montrent de nous, enfin bref. Donc c'est ouais. ouais et les enfants appuient sur tous les boutons rouges en permanence, enfin c'est voilà, c'est rock'n'roll évidemment, mais c'est ça qui est intéressant, qui fait qu'on peut grandir aussi. C'est ça qui nous aide à grandir en maturité tout au long de la vie, donc oui, effectivement, on peut avoir ce travers de pas accepter, ces messages-là qui peuvent venir de nos enfants et ça peut peut-être nous aider à nous rappeler que nous aussi, ça pourrait nous faire du bien justement de monter dans cette intensité qui nous fait peur peut-être mais de le faire, en toute sécurité, hein, en toute Mmh. sécurité, mettre en place, ces petits protocoles, ces petits exercices, qui dureront peut-être plusieurs minutes. Ça ne sera pas que 30 secondes. Moi quand ça m'arrive d'avoir, un truc, voilà, qui va générer une émotion chez moi, si c'est très, très soudain et que c'est un truc, comment dire? Pas très important, 30 secondes, c'est réglé. Enfin voilà, ça va très, très vite. Si c'est un gros truc qui arrive, bon, j'ai mis je crois je sais plus si je l'ai mis comme exemple là-dedans, mais en tout cas, j'ai écrit un article de blog là-dessus. Par exemple, en 2016, j'ai été convoqué par la police. Voilà, donc Mmh. c'était par rapport à mon activité professionnelle, à une époque où, la Miviludes, voilà, cherchait à vraiment, il y avait une espèce de chasse aux sorcières et donc sorcière égale tout ce qui ne va pas dans le sens de de Big Pharma, en gros et donc moi, Mmh. j'ai été convoqué par la police dans ce cadre-là et ben, 1re expérience comme ça voilà, ça m'a fait un coup et ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lâché, j'ai fait plusieurs, protocoles, petits exercices pour lâcher mes émotions. J'étais hyper bien. J'ai pu consulter un avocat qui m'a expliqué deux trois trucs. Voilà, ça s'est bien passé entre nous. Rendez-vous est pris pour aller ensemble, pour se retrouver au commissariat pour ma convocation. Bah, juste avant, je lâche mes émotions également. Je prends du coup, pas 30 secondes, mais deux trois minutes, c'est pas beaucoup plus long, hein. J'arrive là-bas, je suis super zen. La convocation se passe comme elle doit se passer, hein, c'est des flics, donc bon, ils font leur boulot, quoi. Donc, avec un petit peu de pas très sympa verbalement quand même, mais ça va encore. Et puis au final, ça s'est super bien passé. Et donc, ça aide énormément. Il y a des gens qui n'ont pas ces outils-là, ils sont complètement Mmh. décontenancés, ils n'arrivent pas à se tenir, ils pleurent, ils tremblent de tout leur corps, etc. Parce que ça n'a pas été libéré, ça justement. Mmh. Et si on le fait, on peut le faire en fait par anticipation. Et de cette D'accord. façon-là, on peut, si on se dit: «Ah, je vais vivre, il y a un truc qui est très important là qui va se passer, heu, ça me met dans un état émotionnel particulier, je vais lâcher ça et ce qui va se passer ensuite va être beaucoup plus simple, en fait». Et j'ai vécu ça aussi même avant, au tout début où je commençais à expérimenter ça, quand j'ai été, employé pas très longtemps, mais après ma thèse, j'ai été ingénieur, en région parisienne et c'est un boulot qui me convenait pas du tout. Enfin, avoir un patron, tout ça, c'est pas du tout ma façon. Je peux pas travailler comme ça. Bref, Mmh. je m'en doutais, mais là, j'ai eu la confirmation et j'ai décidé de rompre mon contrat qui était que d'un an, mais un an, c'était déjà beaucoup trop long pour moi. Et donc, j'ai décidé de rompre mon contrat vers 9 mois, juste une grossesse, quoi. Et à ce moment-là, bon, c'était un peu comme un cheveu sur la soupe. Il y avait pas de raison que je rompe mon contrat réellement. Et donc, j'avais mon petit bureau, j'ai fait ce qu'il fallait juste avant le rendez-vous pour dire à mon boss, bah, je vais partir. Et ça s'est passé comme une lettre à la poste. Enfin, après, lui-même,
il n'était pas content parce qu'il y avait des trucs à finir, que j'ai fini, hein, je suis un gars sérieux. Mais bon, n'empêche qu'il n'était pas content parce que ça n'allait pas exactement dans ses plans. Bon, voilà. Mais ça m'a pas atteint, je me suis pas excusé platement, mille excuses, machin, ou à trembler, quoi. Non, j'étais bien. C'était une conversation responsable qui est possible parce que j'ai lâché mes émotions avant. Et ça, c'est hyper utile pour plein de circonstances. Voilà. Donc toi, tu mets en application Oui. tes propres outils. Exactement. Et là, plus récemment, par exemple, je me fais attaquer sur les réseaux sociaux. J'aime bien traiter des sujets polarisants, qui font pas plaisir à tout le monde, où je balance des choses assez surprenantes parfois, mais qui sont basées sur des recherches, un travail sérieux. Bon, voilà, c'est comme ça. Il se trouve que certains personnages médiatiques montent dans le pif, ils m'aiment pas du tout, bon, c'est comme ça. Et parfois, ils ont lancé des attaques contre moi. Donc, je ne sais pas d'où ça sort tout d'un coup. Sur Twitter X, là, je me retrouve avec des centaines de messages d'insultes. Bon. Alors, il y a des gens, quand ils reçoivent ça, ça les met dans des états pas possibles et ils décident j'arrête les réseaux sociaux, c'est trop dur, etc. Moi, non. Moi, bon, au début, ça fait bizarre quand même. Quand je vois toutes ces notifications, tous ces trucs, oh là, je me dis qu'est-ce qui se passe là. Donc, voilà, il se passe un truc, je ressens des émotions, je vide, j'extériorise mes émotions, et après, je vais bloquer les harceleurs, machin, et puis tout va bien, il n'y a pas de souci, et je continue ce que j'ai à faire, parce que je vois ça comme un moyen d'expression et de communiquer, je pense, des informations qui sont utiles et pertinentes et intéressantes. Voilà. Mais beaucoup de gens s'arrêtent à ça, et en fait, moi, je pense être sensible, peut-être même hypersensible, mais c'est une approche, une philosophie même, j'ai envie de dire, qui m'aide au quotidien quasiment. Alors, même si je dis, c'est pas tous les jours que je fais ça, mais très régulièrement, ben, en fait, je lâche et les choses se simplifient immédiatement. Donc Et après, bien sûr, pardon. l'hypersensibilité, l'hyperémotivité, ça peut être un atout si c'est bien accompagné. En tout cas, c'est pas du tout un handicap. C'est un Mmh. handicap si on ne sait pas quoi en faire, si on n'a pas les bons outils, et je pense que ça, c'est un outil extrêmement pertinent et très puissant. Mais non, c'est pas du tout un handicap. En fait, c'est les gens qui se font des histoires après, et peut-être que bon, c'est aussi un mécanisme de protection. Encore une fois, ouais, je peux pas, je suis trop émotif, machin. Bon, bah non, on peut tout faire, quoi. Mmh. Tout est possible. Alors tu parlais des enseignants, donc des enfants, des animaux et les troisièmes, c'était qui? C'était les peuples premiers, en fait, ou disons des peuples où on a gardé des traditions de, par exemple, courir autour du feu en faisant des bruits d'animaux, des trucs de fou, un peu comme ça, ou des traditions aussi qui pourraient nous sembler, alors ça ne veut pas dire que c'est des peuples premiers forcément, mais c'est un exemple pour donner, juste pour que vous ayez une image, c'est que, par exemple, pour des funérailles, dans certains pays, on peut embaucher des pleureuses. Donc, c'est des Mmh. gens qui vont pleurer, c'est leur boulot. Ah, comme ça, ils vont en faire des caisses et on dit non, mais c'est exagéré, c'est n'importe quoi. Mais en fait, ça participe à lâcher les émotions de tristesse de tous les proches Mmh. du défunt. Donc, c'est génial, c'est hyper intéressant. Après, c'est encore mieux si les proches eux-mêmes le font aussi. Alors, pas forcément de façon exubérante devant tout le monde, mais si chacun s'autorise à faire ça, ça change la vie. Mais pour revenir au peuple premier, il y a des endroits dans le monde, plus beaucoup maintenant certainement, où les gens ont des pratiques comme ça pour lâcher leurs émotions de façon très régulière. Et le haka, qu'on voit, les rugbyman des All Blacks en Nouvelle-Zélande, ils pratiquent du haka juste avant le match. Alors, beaucoup de gens voient ça comme une espèce de danse de guerre pour faire peur à l'autre. Et ben en fait, c'est pas ça. C'est plutôt pour eux lâcher leurs propres émotions. Et j'ai eu D'accord. confirmation. Et c'est ce que j'avais plus ou moins compris, mais j'en étais pas sûr à 100%. Il se trouve qu'il y a quelques années, j'ai pu discuter avec un Maori de je sais plus quelle île du Pacifique, français, Mmh. et qui m'avait confirmé ce que je disais. Donc là, j'étais waouh, donc je m'étais pas planté. C'est vraiment par rapport à ses propres émotions à soi. Mmh. Pour libérer la peur, libérer, Ouais. ouais, Tout avant qu'on peut avoir. mmh, C'est-à-dire que mmh, là, dans le cadre des rugbymen néo-zélandais, les All Blacks, le rugby, enfin le terrain de rugby, c'est un peu le champ de bataille moderne, disons. L'enjeu, c'est pas la vie ou la mort, mais il y a un enjeu mmh, sportif, il y a des risques de blessures, enfin voilà, il y a plein de choses qui font mmh. qu'il peut y avoir de la tension, de la peur, il y a des attentes du public, etc., etc. Donc voilà. Et lâcher tout, le haka est une façon d'extérioriser tout ça. Mmh. Alors toi, est-ce tu accompagnes des personnes?
Alors, Individuellement dans le processus ou non, pas? individuellement. Alors moi, je travaille plus individuellement depuis presque 10 ans. D'accord. Donc voilà. Mais par contre, j'ai un programme en ligne sur le sujet, sur le sujet des émotions en particulier. J'ai ce livre-là dont on a parlé. Et, Ouais. donc, c'est plutôt un travail de groupe asynchrone, c'est-à-dire que je propose des exercices, j'ai des vidéos dans lesquelles j'explique les différents protocoles, j'ai des challenges aussi pour que les gens mettent en place les choses et puis qui me fassent des retours, hein. Il y a un forum pour que les Mmh. gens nous disent, bah voilà, ce que j'ai vécu, qu'est-ce que ça a changé, etc. Donc ça, c'est hyper intéressant. Mais je travaille plus en individuel. Et ça, on trouve ça sur ton site? Ouais, depuis mon site ou sinon je présente ça à la fin de la webconférence que tu peux mettre en lien éventuellement sous cette vidéo. D'accord. Dans ton livre, il y a un passage, alors attends, il est où ce dessin? Où tu dis, je crois qu'il y a un gros dessin, où c'est marqué, ah voilà, quoi, c'est pas un dessin, c'est écrit en gros. Fight or flight, ça? Voilà, Mmh. fight or flight. Alors ça, c'est quoi exactement, fight or flight? Ça veut dire, la fuite ou le combat ou la fuite. Mmh. Donc c'est 2 mécanismes de réaction à une émotion, forte, plutôt de peur, hein. C'est l'image, c'est, si on est face à une bête féroce, comment on réagit? Ou en cas de danger imminent, soit, on peut combattre, on pense qu'on a des chances de de battre la bête féroce qui est en face de nous, symbolique, soit on se dit: «Ouh là, je suis pas capable donc je m'en vais en courant». En fait, c'est pas juste fight or flight, c'est fight, flight or freeze. Le freeze, c'est le figement. Donc c'est Mmh. combat, fuite ou figement. C'est les 3 réactions, à un événement soudain et qui va générer une émotion forte, voilà. Et donc les 3 sont possibles, hein, j'ai envie de dire. Après, ça dépend des circonstances. Mais l'idée dans tous les cas, c'est qu'à un moment, l'émotion en fait, ça doit passer par le corps ou bien ça doit, se matérialiser par un changement, dans le domaine physique. C'est-à-dire que si on a une émotion, par exemple de colère, que nos règles, notre territoire n'est pas respecté, territoire au sens large, et ben, on doit dire: «Non, là, ça va pas». Là, ça peut être ça aussi, hein, parfois, hein. Ça peut Mmh. être aussi, des mots malgré tout, ou protection. Là, ça, il y a pas le droit. Ça, je refuse, ça n'est pas correct. Et ça n'empêche pas après de peut-être, avoir prolonger ça par, une libération des émotions par le corps, mais ça peut aussi tout simplement être, poser ses limites, dans le cadre de la colère, hein, voilà. Mmh. Donc en tout cas, si ça reste qu'à l'intérieur, on peut pas juste décider: «Ah ouais, j'ai une émotion à l'intérieur, j'imagine qu'elle disparaît, elle disparaît». Ça marche pas comme ça. Là, c'est pas possible. Mmh. Il y a vraiment un mouvement intérieur qui doit se passer, qui n'est pas que dans l'imagination et dans la pensée, qui est vraiment, physique. Et Mmh. c'est pour ça que le corps, c'est la porte de sortie des émotions. C'est fait pour ça. Nos émotions, elles sont faites pour traverser notre corps. Il faut pas qu'elles restent. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose, Jérémy, avant qu'on se quitte, sur cette Ben, thématique qu'on n'aurait moi pas moi évoquée? moi moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que, bah, on a vu ensemble très rapidement les grimaces. Bon voilà, ça c'est quelque chose que vous pouvez faire à la maison. Après, j'ai cette autre, webconférence où je vais plus loin sur certains sujets très spécifiques et on regarde, on fait ensemble l'exercice du cheval qui voilà, qui prend quelques minutes juste à expliquer et à faire. Mais cette approche-là est, très puissante et elle peut s'utiliser très facilement, partout, quasiment tout le temps, simplement, on peut faire des ajustements si on a des cloisons trop fines ou s'il y a du monde autour, on dit: «Hop, 2 secondes, je m'éclipse, j'ai un Mmh. petit truc à faire» et hop, on lâche et après on est bien. Mais ça, c'est pour moi, ça a été, une révolution dans ma façon d'envisager la vie, dans ma façon même de vivre, au quotidien, parce que c'est je reprends quelque part ma souveraineté sur mon monde émotionnel. Je ne vais pas en permanence, accuser les autres d'être responsables de mes émotions. Je dis: «Bah non, ces émotions, elles sont à moi». Donc après, ça peut parfois inviter de régler le problème, relationnel qui est à l'origine d'eux, mais n'empêche que mes émotions, elles m'appartiennent et plein de gens vont vivre des émotions différentes, hein, on peut mettre 10 personnes dans la même situation, elles vont pas ressentir les mêmes choses, hein, parce que les filtres sont pas les mêmes et les façons de réagir sont pas les mêmes non plus. Donc Mmh. je me réapproprie mon pouvoir par rapport à mon monde émotionnel et je deviens beaucoup plus libre
Et ça, c'est très important. Et dans le monde actuel, c'est très, très important. C'est d'autant plus important qu'il y a aussi toute une propagande qui va jouer sur nos émotions en permanence. Pourquoi les gens sont restés chez eux et ont applaudi à 20h? C'est parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur. Ils ne sont pas rendus compte qu'on les prenait pour des bleus. Donc, moi, connaissant déjà le monde, les émotions, pour l'avoir bien pratiqué, mais en plus de ça, m'étant renseigné sur les pratiques de manipulation, j'ai vu tout de suite qu'on se fichait de moi. Donc, je ne suis pas tombé ni dans la peur, ni dans la soumission ou à l'obéissance à des ordres complètement débiles. J'ai dit non dès le début, parce que c'était clair que pour moi, ça n'allait pas. Et cette approche des émotions m'a grandement aidé là-dedans, pour ne pas tomber dans le panneau au début, pour ne jamais avoir peur et faire ce qui était juste pour moi, tout le temps. Ah bah oui, parce que ça, on l'avait pas évoqué. Parce que tu as écrit aussi quand les masques tombent, Exactement, ouais. suite à la période Covid. Exactement. Donc oui, voilà, comment aussi on peut s'amuser, parce qu'il y en a qui connaissent très bien comment ça fonctionne les émotions, comment on peut s'amuser avec les nôtres pour vraiment nous emmener là où on a envie de nous emmener, quoi. C'est ça. En nous faisant peur. On est des êtres émotionnels, sociaux, on est très sensible à des messages, à plein de sortes d'énergie, et il y a des gens au-dessus qui savent très bien utiliser ça. Et le risque, c'est qu'on se fasse avoir en permanence parce qu'ils nous mettent un peu de peur par-ci, un peu de peur par-là, etc. Et on n'arrive plus à réfléchir. On est dans un brouillard émotionnel qui va complètement transformer notre vision, qui va faire qu'on ne va pas voir la réalité, mais on va voir une réalité à travers le filtre des émotions qui nous sont imposées par au-dessus. Donc ça, c'est pas bon. Moi, en fait, en lâchant nos émotions, je reviens dans la réalité sans tous ces filtres-là, sans tous ces couches successives de brouillard. Et ça change la vie. On voit les choses d'une façon beaucoup plus simple et plus directe. Et il me semble qu'on avance beaucoup plus librement dans sa vie. Et cette souveraineté-là, elle vaut de l'or. Et c'est difficile d'atteindre ça si on n'a pas du tout d'approche par rapport aux émotions. Oui. Donc se libérer de ses émotions de manière autonome pour l'accroissement de son discernement, de sa lucidité. Complètement. Ah bah complètement. Comment avoir du discernement quand on est aux prises avec des émotions? C'est impossible. Impossible. Très compliqué. Très, très compliqué. Alors, on peut avoir un mini discernement instinctif, réactionnel, qui peut être utile au tout début, mais après, il faut réussir à lâcher l'émotion pour ne pas être que dans cette réaction-là. Eh ben, merci Jérémy Avec pour plaisir, ce merci moment passé avec nous. Alors, on rappelle donc les livres de Jérémy, L'hygiène émotionnelle, le chaînon manquant à votre épanouissement. Je vais le mettre comme ça. Voilà, hop. Tu avais fait aussi J'arrête de creuser ma tombe avec mes dents, en finir avec les faux messages alimentation santé. Ouais. Donc ça, c'est un autre sujet. On n'a pas tout mélangé aujourd'hui. Non, on ne mélange pas. Et quand les masques tombent. C'est ça. Je ne crois plus aux vérités officielles et je vais bien. Voilà. Ben à bientôt, peut-être justement pour un volet alimentation, qui sait? Avec grand plaisir. Et puis, on se verra aussi fin juin au festival. Oui, au Festival Nexus, tout à fait. Yes. À bientôt, Jérémy. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, chers auditeurs, d'avoir suivi cet entretien. Nous vous rappelons que le magazine Nexus est un magazine indépendant sans pub et que seuls vos lecteurs nous permettaient de vous proposer du contenu libre, gratuit, en accès libre comme celui que vous venez de visionner. À bientôt.